Dans le cadre d'une démarche scientifique, on ne peut qu'être gêné par la notion de malédiction des ressources naturelles. Et ce pour trois raisons. D'une part, cette notion relève d'un déterminisme. Des éléments du milieu naturel induiraient inévitablement des conséquences négatives pour les sociétés. D'autre part, une malédiction, cela relève du religieux, voire du magique, pas de la science ni de la politique, qu'on peut entendre comme ce qui régit la vie de la cité. Un autre problème est l'implication de cette notion. Si on croit à la malédiction des ressources naturelles, que reste-t-il à faire? Rester assis, les bras croisés, à attendre que la malédiction se réalise? Cette notion est discutable. Nous allons montrer ici d'abord que toutes les ressources ne se valent pas, qu'elles n'ont pas des impacts de même nature. Ensuite, nous pointerons quelques fragilités de cette thèse de la malédiction des ressources naturelles. Enfin, nous montrerons qu'elle comporte des non-dits et des ambiguïtés qu'il est important d'avoir à l'esprit pour réfléchir à la relation entre ressources naturelles et développement. Toutes les ressources ne se valent pas. Toutes les ressources naturelles ne fournissent pas des rentes de même montant, ni de même nature. Il existe des différences importantes selon que les rentes soient concentrées ou mieux distribuées. Ainsi, les cultures agricoles d'exportation, comme le coton, le café ou le cacao, fournissent certes des rentes aux États, qui sont captées à travers différents mécanismes, dont la caisse de stabilisation du cacao en Côte d'Ivoire est un exemple bien connu. Mais elles distribuent aussi des revenus à des centaines de milliers de producteurs. L'essor d'une filière a de ce fait des effets d'entraînement significatifs sur l'économie nationale, mais aussi sur les régions de production. C'est ce que l'on voit sur le schéma de gauche, où on voit une large distribution des revenus dans les régions de production. Inversement, les activités extractives, sur le schéma de droite, tendent à fonctionner davantage sur le mode de l'enclave. Ce sont des enclaves économiques, un secteur peu relié aux autres, mais ce sont aussi des enclaves territoriales, avec des sites d'exploitation qui sont protégés par des clôtures étanches, des grillages, et qui exercent des impacts surtout négatifs sur les régions dans lesquelles elles sont installées. On le voit sur ce schéma, la rente est principalement distribuée dans la capitale et une petite partie de la rente seulement parvient dans la région de production qui concentre les impacts négatifs. Il faut éviter de confondre corrélation et causalité quand on s'intéresse aux impacts des activités extractives. Les corrélations, souvent établies à l'aide des bases de données, entre ressources naturelles et problèmes économiques ou politiques par exemple, ne doivent pas trop facilement être confondues avec des liens de causalité. Dans le détail, la plupart des arguments en faveur de la malédiction des ressources naturelles ont été à un moment ou à un autre réfutés. À titre d'exemple, des économistes ont montré que même aux Pays-Bas, le syndrome hollandais n'a jamais existé. Les difficultés de l'agriculture ou de l'industrie avaient d'autres causes que la mise en exploitation des gisements de gaz de Groningue. Les causes des conflits sont toujours complexes. L'exploitation de certaines ressources, comme le pétrole, agit puissamment sur les imaginaires. Dès qu'on cherche, dès qu'on a cherché, et à plus forte raison quand on trouve du pétrole quelque part, on prête à cette ressource la vertu de créer des conflits. En réalité, il ne faut pas oublier que les causes des conflits sont toujours complexes. Elles font intervenir des facteurs historiques, spécifiques à chaque région et à chaque configuration d'acteurs. L'exploitation des ressources naturelles peut certes y interférer, mais jamais de manière simple. Le Tchad et le Soudan se menaient au milieu des années 2000 une guerre par procuration. Chaque État soutenait des groupes de rebelles qui cherchaient à déstabiliser son voisin. Cette surenchère était favorisée par la rente pétrolière, qui aiguisait les appétits des rebelles et fournissait des moyens de s'armer au gouvernement. Pourtant, c'est aussi le contexte pétrolier qui a contribué à ramener la paix. L'entreprise pétrolière chinoise CNPC, qui intervenait au Soudan, a souhaité investir au Tchad. Elle a usé de son influence politique sur les deux belligérants pour ramener une paix favorable à ses affaires. De même, l'existence de ressources pétrolières au Soudan du Sud
a contribué, avec d'autres facteurs, à l'indépendance de ce territoire en 2011. Elle explique notamment l'appui des États-Unis à ce processus d'indépendance. Après une longue guerre civile, l'accord sur le partage des ressources pétrolières entre le nord et le sud du Soudan a scellé l'accord de paix, mettant fin à la guerre, en 2011. Fin 2013, une guerre civile s'est déclenchée au Soudan du Sud, entre les partisans du président et ceux du vice-président. Si la rente pétrolière en est l'enjeu, semblant accréditer la thèse de la malédiction, le conflit a des causes historiques qui sont ancrées dans les rivalités entre le groupe ethnique Dinka et celui des Nouers. Il y a aussi des responsabilités politiques qui sont celles des hommes politiques sud-soudanais. Et puis, l'hypothèse de la malédiction des ressources occulte l'exemple de nombreux pays en développement qui ont su progressivement construire des trajectoires de développement en valorisant leurs ressources naturelles. C'est le cas de la Malaisie, dont on voit ici une image de la capitale Kuala Lumpur. Ce pays a investi sa rente pétrolière dans le développement rural et dans les infrastructures, tout en diversifiant son économie, en développant l'industrie électronique. C'est aujourd'hui un pays émergent, avec un niveau d'inégalité parmi les plus bas du monde. On pourrait citer de même le Brésil, le Chili, certains pays du Golfe, en Afrique, l'Afrique du Sud ou le Botswana, qui s'inscrivent aussi dans cette catégorie. Dans ce dernier pays, la mise en place d'institutions efficaces a permis de bien gérer la rente tirée de l'exploitation du diamant et de soutenir la diversification de l'économie et le développement humain. Cela n'empêche certes pas les tensions locales associées aux exclusions foncières autour de l'exploitation du diamant. Mais l'histoire de l'exploitation des ressources minérales dans ce pays n'est pas synonyme de malédiction. Elle fait partie de l'histoire nationale d'une façon plus générale. La notion d'État failli durable peut aussi être discutée. Elle a été proposée au début des années 2000 devant le spectacle de certains États fournissant très peu de biens publics à leur population. Mais qu'en est-il de la trajectoire longue de ces pays? La Guinée équatoriale permet de se poser cette question. C'était un pays au banc de la communauté internationale dans les années 80 et au début des années 90. Un pays frappé par la dictature, la pauvreté, et un État considéré comme un État failli, même un État voyou dans certaines nomenclatures internationales, avec des proches du régime impliqués dans du trafic de drogue, du trafic de fausses monnaies, de faux papiers, etc. Le pays devint un pays pétrolier au milieu des années 90. La Guinée équatoriale n'est pas devenue une démocratie moderne à l'occidentale avec l'exploitation du pétrole. La rente, c'est indiscutable, a conforté le pouvoir autoritaire de la famille Nguema au pouvoir. Mais l'ère pétrolière marque aussi une certaine ouverture du pays. Des migrations de travail mondialisées ont intégré ce pays à ses voisins et plus largement à la mondialisation. Les infrastructures se sont améliorées. Une part de la rente a été redistribuée et bénéficie à la population. De son point de vue, du point de vue des populations, la situation n'est pas pire que la situation précédente. La notion de malédiction des ressources n'est pas utile ici pour comprendre les dynamiques à l'œuvre. En outre, l'insistance a pointé les errements de gouvernance des dirigeants africains, comme le souligne par exemple l'affaire des biens mal acquis, des procès qui ont été intentés en France à des membres des familles de chefs d'État africains disposant de patrimoine spectaculaire, des villas, des automobiles de luxe. Ce type d'affaires peut causer, même involontairement, une sorte de diversion, parce que cela revient implicitement à contester le droit souverain des États les plus faibles sur leurs ressources. Pointer les turpitudes des présidents africains permet aussi de ne pas remettre en cause un système international du commerce et des matières premières asymétrique et injuste qui n'a guère évolué depuis les années 70. Les chaînes de valeur sont captées par les pays occidentaux et aujourd'hui aussi par les pays émergents. Ce sont eux qui captent l'essentiel de la valeur ajoutée liée à l'exploitation de ces ressources. De même, les pays africains, malgré leurs demandes répétées, n'ont pas de maîtrise sur les prix des matières premières et ils n'arrivent pas à obtenir les transferts de technologie depuis très longtemps. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de cautionner les pratiques de corruption de certains dirigeants africains,
mais il s'agit d'insister sur la dimension systémique des échanges internationaux de matières premières, ce qui implique de ne pas se focaliser sur les dysfonctionnements d'une seule partie du système, mais de l'appréhender dans sa globalité. En résumé, on observe des impacts variables selon la nature des ressources exploitées. La taille des rentes, mais aussi les modalités plus ou moins centralisées de leur production et de leur distribution, influencent largement les impacts de l'exploitation des ressources naturelles. Finalement, la malédiction des ressources naturelles ressemble à la définition qu'on peut donner d'une idée reçue. C'est un énoncé qui recèle une part de vérité, car tout de même, un certain nombre des problèmes très sérieux que l'on a identifiés sont associés à l'exportation des ressources naturelles, mais cet énoncé pèche par généralisation abusive. Il n'y a pas de déterminisme historique. L'histoire n'est pas finie, selon nous. Cette hypothèse de la malédiction des ressources naturelles n'est pas non plus aussi neutre qu'elle y paraît, car en pointant la focale sur les problèmes bien réels des institutions politiques africaines, elle détourne l'attention de l'organisation du système international des échanges de matières premières.